On a Claire Wittling, qui est ingénieure de recherche INRAE à l'UMR Géo. Vous êtes par ailleurs responsable de la plateforme expérimentale Presti, qui est une infrastructure de recherche à Montpellier qui est spécialisée sur l'irrigation en grande culture notamment. Et justement, on va parler ensemble d'irrigation. Comment évaluer la performance de l'irrigation et quelles sont les marges de manœuvre offertes en termes d'optimisation? Tout à fait, merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit Pierre, je vais vous parler des performances de l'irrigation, comment les évaluer et quelles marges de manœuvre pour des économies d'eau. Donc, je présenterai 3 points. D'abord, qu'est-ce que l'efficience de l'eau d'irrigation? Ensuite, comment améliorer cette efficience pour économiser l'eau? Et enfin, quelles économies d'eau sont réalisables en irrigation? Donc pour cela, je présente d'abord le cheminement de l'eau d'irrigation à la parcelle. Donc l'eau est prélevée à la source, elle est ensuite mise sous pression, elle est transportée jusqu'à la parcelle, elle est distribuée avec un réseau dans la parcelle, puis avec un système d'irrigation, ici c'est un enrouleur, et ensuite elle peut traverser une petite zone dans l'air et ensuite être stockée dans le sol, être absorbée par la plante, transpirée et enfin participer à l'élaboration du rendement. Au cours de tout ce cheminement, il peut y avoir des pertes qui sont représentées ici en rouge, des fuites dans les équipements d'irrigation, en aspersion des pertes par évaporation directe ou des dérives dans le jet d'irrigation, des pertes par ruissellement à la surface du sol, drainage profond, évaporation du sol, stock final après la récolte. Et donc, ce qu'on appelle efficience d'irrigation globale à l'échelle de la parcelle, c'est le volume d'eau qui bénéficie réellement à la culture, donc qui va être transpiré, rapporté au volume d'eau ici en entrée de parcelle. On utilise aussi souvent un autre indicateur qui est la productivité de l'eau d'irrigation. Donc, c'est le rendement obtenu grâce au volume d'eau apporté à l'entrée de la parcelle. Une autre façon de représenter ce cheminement de l'eau, mais cette fois avec les volumes quantifiés à chaque étape, c'est ce schéma en cascade, où vous voyez ici l'eau en entrée de parcelle qui suit tout un parcours, avec l'eau qui sort du matériel d'irrigation, l'eau qui atteint le sol, qui est retenue dans la zone racinaire, qui est évapotranspirée, qui est transpirée et finalement qui participe à l'élaboration du rendement. Ça, c'est pour l'eau d'irrigation et vous avez ici en vert le même cheminement pour l'eau de pluie. Et entre chaque étape, vous voyez que les volumes sont de plus en plus petits parce qu'on a ce qu'on appelle des pertes à l'échelle de la parcelle. Donc, c'est des pertes, comme je le disais, par fuite dans les équipements, évaporation des rives, ruissellement, drainage, etc. Et donc, le principe, c'est qu'améliorer l'efficience de l'irrigation à l'échelle de la parcelle, c'est réduire les pertes en eau pour économiser l'eau. Donc là, je voudrais m'arrêter pour faire 2 petites remarques. D'abord, ce matin, Gilles nous rappelait que quand on considère l'eau consommée en agriculture, souvent on fait l'hypothèse que l'eau consommée, c'est 100% de l'eau prélevée. C'est-à-dire qu'on... Voilà, évidemment. C'est-à-dire qu'on considère que ce volume-là qui profite à la culture, c'est le même que celui qui a été appliqué en entrée de parcelle. Donc moi, c'est personnellement une valeur que j'aimerais bien qu'on discute, ce postulat de 100% de l'eau prélevée qui est consommée par l'agriculture. Et une deuxième remarque, c'est suite à ce que nous a expliqué très justement François Moll dans sa présentation ce matin, c'est que les fuites qui sont représentées ici à droite à l'échelle de la parcelle, c'est de l'eau qui peut aussi servir à autre chose, à recharger les nappes, à alimenter des cours d'eau, des zones humides et à fournir d'autres services écosystémiques. Donc moi, le point de vue de mon propos aujourd'hui, c'est vraiment ciblé à l'échelle de la parcelle, mais il ne faut pas perdre de vue que ce qu'on appelle fuite, ça peut aussi servir à autre chose. Mais ce n'est pas forcément de l'eau perdue. Voilà, tout à fait. Tout dépend à quelle échelle on se place. De quel point de vue on se place. Voilà. Donc, comment économiser l'eau d'irrigation? Donc, je vais aborder 3 leviers.
les leviers agronomiques, les leviers technologiques, donc qui concernent les équipements d'irrigation à proprement parler, et les leviers de pilotage de l'irrigation. Et je ne vais pas tout balayer de façon exhaustive, mais juste présenter quelques exemples. Donc pour ce qui est des leviers agronomiques, il y a par exemple le choix des espèces et des variétés. Là, vous voyez un schéma qui vient des données du Memento BRL, où il y a toutes les cultures qu'on peut trouver sur le territoire de BRL. Elles sont classées par ordre alphabétique, et donc vous voyez en bleu les besoins en eau d'irrigation de chaque culture. Donc il apparaît clairement qu'il y a des cultures qui ont besoin de plus d'eau que d'autres, comme par exemple le kiwi, le pêcher, le poirier, le pommier, qui ont des besoins élevés en eau d'irrigation. Et on voit aussi que les variétés précoces sont moins consommatrices en eau. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on choisit en fait les espèces qu'on va cultiver? Là, on n'agit pas vraiment sur l'efficience de l'eau d'irrigation parce qu'on n'essaye pas de réduire les pertes, mais on agit ici au niveau du volume d'eau dont la culture va avoir besoin pour se développer. Un autre levier agronomique, c'est la stratégie d'esquive qui consiste à décaler les stades phénologiques les plus sensibles au déficit hydrique. Donc là, sur ce schéma, vous avez la sensibilité du maïs au stress hydrique. Et on voit que si on réalise un semis précoce ici en vert, on décale la courbe vers des semaines où le déficit en eau est plus faible. Donc, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Là, une fois de plus, on agit sur l'eau absorbée et transpirée. Et on espère qu'on va plus profiter de l'eau de pluie ici en vert pour avoir moins besoin d'eau d'irrigation en bleu. Un autre grand type de levier agronomique, c'est ceux qui concernent la gestion du sol. Là, je vais vous donner quelques exemples d'agriculture de conservation des sols. Donc, l'agriculture de conservation des sols, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pratiques agroécologiques basées sur 3 piliers. Zéro travail du sol ou un travail du sol très superficiel, une couverture permanente du sol et une rotation de cultures longue. Donc, grâce à ces pratiques, on observe qu'on améliore les capacités d'infiltration du sol, c'est-à-dire qu'on augmente le volume d'eau qui va pouvoir pénétrer dans le sol. Ici, c'est une photo prise sur notre domaine à La Valette au mois de juin, où on voit ici à droite une parcelle en agriculture de conservation depuis 2 ans et à gauche une parcelle en labour. Et on voit donc du flacage sur la parcelle en labour, donc l'eau s'infiltre moins. Donc à travers ces pratiques, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de réduire le ruissellement, ici les pertes par ruissellement, pour augmenter le volume d'eau qui va être stocké dans la zone racinaire. Donc on cherche bien sûr à augmenter le volume d'eau de pluie, d'abord pour mieux valoriser l'eau de pluie, et puis ensuite, quand on a besoin, de mieux valoriser l'eau d'irrigation apportée. Une autre conséquence de l'agriculture de conservation des sols, c'est qu'on augmente la rugosité du sol et sa sinuosité. Donc on va augmenter l'infiltration, réduire le ruissellement, et aussi on améliore la stabilité structurale du sol. Donc on va diminuer la sensibilité du sol à la battance, donc toujours augmenter l'infiltration, réduire le ruissellement. Donc là, on en est toujours ici, réduire le ruissellement. Un autre résultat ici, toujours obtenu en agriculture de conservation du sol, c'est la diminution de l'évaporation du sol. Ici, vous voyez un résultat de mesure d'infiltration avec 3 traitements, un qui n'a pas de mulch et 2 qui ont du mulch, et on voit que l'évaporation est réduite en présence de mulch. Donc là, où est-ce qu'on est dans la cascade? On est ici tout en bas, où on réduit les pertes par évaporation du sol pour augmenter la fraction d'eau qui va être absorbée par la culture. Donc ça, c'était quelques exemples de leviers agronomiques. Maintenant, j'en arrive au levier technologique qui concerne les équipements d'irrigation à proprement parler.
Un levier très important, c'est d'améliorer l'uniformité de la distribution à la parcelle, parce que quand on a une mauvaise uniformité, on a des zones sous-irriguées, des zones sur-irriguées, et sur ces zones sur-irriguées, on va avoir des pertes localisées par ruissellement ou par drainage. Et ici, vous voyez la quantité d'eau qui a été appliquée par un système d'aspersion par couverture intégrale, ici à droite avec peu de vent et à gauche avec beaucoup de vent. Et on voit qu'à droite, l'uniformité est meilleure qu'à gauche. Et donc, on a une efficience d'application ici qui est meilleure, qui est de 93%, alors qu'elle n'est que de 83% à gauche. Et ici, où est-ce qu'on se situe? Donc, on cherche à réduire les pertes par ruissellement et drainage pour augmenter le volume d'eau retenu dans la zone racinaire. Un autre levier en aspersion, c'est le choix de la période d'application en vue de réduire les pertes par évaporation directe dans le jet d'aspersion. Donc ici sont représentées les pertes par évaporation directe en noir au cours d'une journée, une journée très chaude de canicule en 2003. Et on voit que très, très ponctuellement, ces pertes atteignent 20% au cours de la journée, qu'en moyenne, elles sont de moins de 9% sur une période de 24 heures. Donc, ça veut dire que si on en a les moyens, c'est bien d'éviter d'irriguer durant la plage horaire 11h-15h, là où les pertes par évaporation directe sont les plus importantes. Et là, donc, on est ici, on cherche à réduire les pertes par évaporation pour optimiser la quantité d'eau d'irrigation qui va atteindre le sol. J'en arrive au troisième levier, qui sont les leviers de pilotage. Donc, c'est soit des dispositifs d'information, soit des outils d'aide à la décision. Ici, c'est les apports d'eau d'irrigation réalisés sur une culture de courgettes en plein champ. Donc, en rouge, avec la consommation en eau avec un pilotage à l'évapotranspiration maximale, et en bleu, un pilotage avec des tensiomètres. Et on voit que pour les 2 années d'études, on avait une économie d'eau de plus de 50%, avec un rendement qui n'a pas diminué entre les deux. Donc, ce qu'on suppose là, c'est que les doses d'irrigation apportées ont été plus adaptées à ce que le sol pouvait retenir et que donc on a diminué les pertes d'eau par drainage. Donc, concrètement, quelles économies d'eau on peut atteindre avec tous ces leviers dont je viens de vous parler? D'abord, je tiens à dire qu'on a encore peu de références d'économies d'eau réalisées, donc on a besoin de travailler encore sur ces sujets. Et je donne une information qualitative qui avait été recueillie pendant le projet Bagage, qui était un projet sur les pratiques agroécologiques dans le sud-ouest. Et ce qui avait été remarqué, c'est que les exploitants en agriculture de conservation des sols, ils irriguent de la même manière qu'en conventionnel. C'est-à-dire qu'un agriculteur qui est passé en agriculture de conservation, il continue à irriguer de la même façon qu'avant. C'est-à-dire qu'il ne tire pas avantage des nouvelles propriétés de son sol. Ce n'est pas qu'il ait une mauvaise volonté, mais c'est qu'on ne sait pas encore comment faire pour valoriser les nouvelles propriétés du sol. Oui, trop forte aversion au risque par rapport aux références technico-économiques dont on disposerait. Voilà, parce qu'on n'a pas assez de références, justement. Tout à fait. Donc, nécessité d'acquérir des références sur les besoins en eau d'irrigation, en agriculture de conservation et plus largement sous d'autres pratiques agroécologiques. Pour ce qui est des leviers technologiques, donc ça, c'est les résultats d'une étude qu'on avait réalisée pour le ministère de l'Agriculture en 2017, où on voit les économies d'eau potentiellement réalisables quand on passe d'un ancien système d'irrigation vers un nouveau système. Sur la diagonale ici, il s'agit des situations où on change un matériel à l'identique, mais on passe d'un vieil matériel, par exemple un vieil enrouleur, à un nouveau matériel, un nouvel enrouleur. Et puis, vous voyez, par exemple, quand on passe d'un enrouleur à un pivot basse pression, on peut espérer une économie d'eau de 5 à 20%, etc. Et on avait fait la même chose pour les outils de pilotage. Et donc, ici, vous voyez les économies d'eau réalisables
pour chaque système d'irrigation quand on utilise différents types de capteurs. Oui, avec des données extrêmement, des résultats très significatifs en termes d'économie. Tout à fait, oui. Et alors là, si je me permets de vous réveiller, s'il y a une diapo que je voudrais que vous reteniez de toute la présentation, c'est celle-ci. Donc ici, vous avez les économies d'eau réellement réalisées et observées sur divers systèmes d'irrigation, diverses cultures. On a une centaine de références observées. Et ces économies d'eau sont représentées en fonction du déficit hydrique de l'année. Donc plus on va vers la droite, plus on a un degré de sécheresse croissante de l'année. Et ce qu'on voit, c'est que déjà, ces économies d'eau observées sont très variables, mais on voit surtout qu'elles diminuent au fur et à mesure que le déficit hydrique de l'année augmente. Pour illustrer ça, pour l'année 2022, qui était donc une année de référence très sèche, on avait un déficit hydrique de avril à août, à Aurillac de 2, à Bordeaux de presque 4, à Montpellier de 5, et à Toulouse de 8. Donc en gros, on était dans cette partie-là de la courbe, au-dessus de 4. On voit que les économies d'eau réalisées par un changement de système d'irrigation sont très faibles, voire impossibles. Par contre, sur le deuxième schéma, vous voyez les économies d'eau réalisées avec un système de pilotage de l'irrigation. Donc déjà, ça saute aux yeux qu'on a beaucoup moins de données disponibles. Donc on travaille aussi à ça, à recueillir des données d'économie d'eau réalisées par un pilotage de l'irrigation, mais on voit qu'on n'observe pas du tout cette tendance à la diminution. Et j'ajoute qu'il nous faudrait encore des références, bien sûr, sur des années très sèches. Juste une précision, Claire, c'est en conditions réelles ou en conditions expérimentales ? Les deux. Les deux. C'est à la fois station expérimentale et chez les agriculteurs. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on parle de changement climatique, on sait qu'on va se situer plutôt à droite de ces graphiques. Donc, on voit qu'on a un meilleur potentiel d'économie d'eau avec l'adoption d'outils de pilotage de l'irrigation plutôt qu'avec un changement de technologie d'application de l'eau. Il faut peut-être essayer de cumuler les deux, j'imagine. Exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire dans ma conclusion. Merci beaucoup. Donc, juste, je rappelle qu'améliorer l'efficience de l'irrigation, c'est réduire les pertes en eau à l'échelle de la parcelle pour réaliser des économies d'eau à l'échelle de la parcelle. Améliorer l'efficience, ça se fait d'abord par les pratiques culturales qui permettent de mieux valoriser l'eau de pluie et seulement ensuite s'il y a besoin d'apporter de l'eau d'irrigation. Et une fois qu'on a bien mis en place ces pratiques culturales, on essaye à la fois de moderniser les systèmes d'irrigation et de mieux piloter l'irrigation, sachant que pour ce qui est de la modernisation des systèmes d'irrigation eux-mêmes, il y a déjà pas mal de progrès qui ont été réalisés et qu'on a peu de potentiel d'économie d'eau en année très sèche, alors que pour le pilotage de l'irrigation, on a un potentiel plus important. Et je fais juste une petite remarque pour finir, c'est que c'est important de garder à l'esprit que tout ce que je viens de vous raconter là, c'est à l'échelle de la parcelle, mais que économie d'eau à l'échelle de la parcelle n'implique pas forcément économie d'eau à l'échelle du territoire. J'ai d'autres collègues qui pourraient beaucoup mieux vous expliquer ça que moi. Merci. Merci à vous, Claire. On peut l'applaudir.